Bonjour mes chers élèves. Encore une fois, la troisième leçon, bien la troisième partie de la leçon suivi temporel d'une transformation chimique et vitesse de réaction. Bon, un petit rappel de ce qu'on a fait les deux dernières fois. Alors, on a vu les méthodes de suivi d'une réaction chimique. Bon, on a vu les méthodes chimiques de suivi d'une transformation. Ce sont des méthodes qui nécessitent une réaction qu'on appelle réaction de dosage. On dose l'un des réactifs ou bien l'un des produits. Donc, ce qui demande de grandes quantités de matière, donc un travail discontinu, à chaque fois on fait des prélèvements, et puis ça demande beaucoup de temps. Voilà. Il y a aussi des méthodes qu'on dit physiques, sont plus rapides, se font continuer à chaque fois, à chaque moment je peux avoir ma mesure, et qui nécessitent de faibles quantités de matière. Dans des méthodes physiques de suivi telles que le suivi de l'intensité de courant, la tension, le suivi du volume d'un gaz, ou bien la pression d'un gaz, le suivi d'une masse, d'un système chimique, bon, le spectrophotomètre, voilà. Bon, il y a plusieurs méthodes de suivi d'une transformation par des méthodes physiques, voilà, qui sont plus rapides. On a vu aussi la vitesse volumique de réaction, bon, qui est définie par la relation VR, vitesse de réaction, égale 1 sur VS, volume de la solution, dx sur dt, la dérivée de l'avancement x, en fonction du temps. Bon, le volume doit être en mètres cubes, l'avancement en mol, le temps en secondes, et puis la vitesse mol, mètre cube moins 1, seconde moins 1. Alors, le temps de demi-réaction, T, 1 demi. Bon, c'est le temps nécessaire pour que l'avancement x soit xm sur 2, une simple définition. Voilà. Influence de la température. On a vu que lorsqu'on augmente la température, la fréquence des chocs entre les entités réactives, c'est-à-dire entre les molécules ou bien les ions des réactifs ou bien les particules des réactifs, est plus grande, donc plus de chocs, c'est-à-dire que la transformation sera plus rapide. Et puis, l'influence de la concentration sur une transformation chimique, plus la concentration des réactifs ou bien des entités réactives est grande, alors plus le nombre d'entités réactives est grand et plus la fréquence des chocs est efficace, c'est-à-dire une transformation plus rapide. Alors, le nombre d'entités réactives est proportionnel à la concentration, ce qui nous aide à déterminer la concentration ou bien ce qui nous aide à accélérer une réaction chimique. Voilà. Alors, suivi par mesure de pression. Une application, un exercice, voilà, d'un examen. Alors, le dihydrogène est considéré comme un combustible possédant une haute énergie non polluante. Il peut être synthétisé au laboratoire par l'action des acides sur quelques métaux. Ici, on va suivre le but de cet exercice est le suivi de l'action de l'acide sulfurique sur le zinc. Donc, un acide qui agit sur le zinc par mesure de pression. Voilà, le zinc, voilà, des petits morceaux de zinc. Ici, les ions H+, de l'acide sulfurique, et il y a formation de H2. Ici, on a un manomètre pour suivre la pression du gaz à l'intérieur. Voilà, les données. Bon, on assimile tous les gaz considérés comme des gaz parfaits. Toutes les mesures ont été faites à 25 degrés Celsius. On rappelle la loi des gaz parfaits, PV égale à nRT, P la pression du gaz à l'intérieur de la fiole, V c'est le volume du gaz à l'intérieur de la fiole, N c'est la quantité de matière du gaz à l'intérieur, R c'est la constante des gaz parfaits, et T c'est la température absolue. Donc la pression dans le système international doit être en pascal, le volume doit être en mètres cubes, la quantité de matière en mol, R, la constante des gaz parfaits, est constante, c'est 8,314 joules, mol moins 1, Kelvin moins 1, et la température doit être en Kelvin.
c'est-à-dire la température en Celsius, plus 273,15. Et puis la masse molaire atomique du zinc, 65,4 grammes par mol. On modélise la réaction du zinc avec une solution d'acide sulfurique par l'équation chimique suivante, Zn plus 2H3+, dans Zn de plus H2 plus 2H2O. Voilà, notre gaz H2 ici. On passe là, encore. Pour étudier la cinétique de cette réaction, on introduit dans un ballon de volume V égale à 1 litre une quantité de matière M égale à 0,6 g de poudre de zinc et on y verse à l'instant T0 un volume VA égale 75 ml de la solution aqueuse d'acide sulfurique en ion oxonium H3+. Bon, la concentration des ions H3+ égale à 0,4 mol par litre. Alors, on mesure la pression P à l'intérieur du ballon à chaque instant et à l'aide d'un capteur de pression. Bon, à l'aide d'un capteur de pression, on mesure la pression à l'aide d'un capteur de pression. Soit NI, la quantité de matière des ions H3+, NIZN, la quantité de matière initiale du zinc. Voilà. On recopie sur votre copie de rédaction le tableau descriptif suivant et le compléter. La deuxième question, calculer la quantité de matière initiale de H3+, NiH3+, et NiZn, la quantité de matière initiale du Zn. La troisième question, déterminer le réactif limitant et déduire l'avancement maximal, Xmax, de la réaction. Par application de la loi des gaz parfaits et à l'aide du tableau descriptif précédent, établir l'expression de l'avancement X de la réaction à un instant T en fonction de R, constant des gaz parfaits, la température en Kelvin, volume et la variation de pression, c'est-à-dire la pression à l'instant T moins la pression initiale. P0 c'est la pression initiale mesurée à l'instant T0 et P c'est la pression à l'instant T, bien sûr dans la fiole. La question suivante, soit delta Pmax égale Pmax moins P0, c'est-à-dire l'état maximal de la transformation. La variation maximale, delta Pmax c'est la variation maximale et Xmax c'est l'avancement maximal de la réaction. Montrez la relation suivante, que X à l'instant T égale à Xmax fois delta P sur delta Pmax. Et comme dernière question, une étude expérimentale a permis de tracer la courbe de la figure 1, traduisant les variations de delta P en fonction du temps. Trouvez graphiquement la valeur du temps de demi-réaction T1,5. Voilà, la première bande ici le graphe, delta P en fonction du temps. Voilà, à l'instant T égale à 0, 50, la réaction arrive jusqu'à 250 minutes. Alors, les solutions. La première question, compléter le tableau d'avancement. On a notre réaction chimique, c'est simple, Zn plus 2H3 plus Zn de plus H2 donne H2O. Ici, la quantité de matière de Zn initiale, NiZn, à l'état intermédiaire, NiZn moins X. X toujours précédé du coefficient du Zn. Ni moins Xmax à l'état maximal. Pour les H3+, NiH3+, à l'état initial, un état intermédiaire, NiH3+, moins 2X. 2, c'est le coefficient de H3+, dans la réaction, l'équation chimique. Et à l'état maximal, NiH3+, moins 2X max. À la fin, les produits Zn de plus H2, initialement, il n'y a pas de produit, ils vont se former, alors que le H2O, il est en excès, et il est là depuis le début de la réaction. Donc, un état intermédiaire, il se formera ici Xmol et ici Xmol, et à l'état maximal, Xmax, c'est Xmax. Comme on a dit, X toujours précédé du coefficient de l'espèce chimique dans l'équation de la réaction. Alors, la deuxième question, calculer NiH3+, et NiZn. Le NiH3+, c'est la quantité de matière de H3+, c'est la concentration de H3+, fois le volume de la solution VA qu'on a. Donc, c'est 0,4 mol par mètre cube, fois 75 10 puissance moins 3. 0,4 mol par litre, fois 75 10 puissance moins 3
litres, donc ce qui donne 3 10 puissance moins 2 mol. Pour le Zn, c'est un solide, donc la masse sur la masse molaire du Zn, c'est-à-dire 0,6 sur 65. Donc tout calcul fait donne 9,17 10 puissance moins 3 mol. Donc ce sont des questions simples, ce sont des questions de tronc commun. Alors, déterminer le réactif limitant et déduire l'avancement maximal X max de la réaction. Voilà. Si H3+ est un réactif limitant, alors sa quantité de matière à l'état maximal sera nulle. C'est-à-dire que X max sera la quantité de matière initiale sur 2, NiH3+ sur 2, c'est-à-dire 15 puissance moins 3 mol. Et si Zn est le réactif limitant, alors sa quantité de matière à l'état maximal sera nulle et donc X max sera NiZn égale 9,17 plus 10 puissance moins 3 mol. Voilà, on a les quantités de matière initiale de, on a X max si H3+ est limitant et on a X max c'est Zn limitant. Donc, on doit choisir la plus petite. La plus petite, c'est X max calculé à partir du Zn. Donc, le réactif limitant est le zinc et X max sera 9,17 10 puissance moins 3 mol. La quatrième question, par application de la loi des gaz parfaits et à l'aide d'un tableau descriptif, ou bien à l'aide du tableau descriptif précédent, établir l'expression de l'avancement X de la réaction à l'instant T en fonction de R, T, V et d'état-P. Où d'état-P, c'est la pression à l'instant T, moins la P0, la pression initiale à l'instant T0. La réponse, d'après le tableau descriptif, on a la quantité de matière de H2 égale à X. Et aussi, d'après la loi des gaz parfaits, on a initialement il y avait dans la fiole, il n'y avait que l'air. Et donc, la pression P0 fois V, la pression de l'air fois V égale à N0 fois RT. Voilà, initialement, c'est P0 fois V égale à N0 RT. Mais à un instant T, il y a eu formation de H2. Donc, on a PV égale à NRT. Donc, la pression finale fois le volume du gaz égale à N, la quantité de matière de l'air qu'il y avait, plus la quantité de matière de H2 qui s'est formée, fois RT, c'est-à-dire N0 plus X, on a remplacé NH2 par X, N0 plus X fois RT. N0, c'est la quantité de matière d'air initialement dans la fiole, et bien sûr, on peut développer, donc PV égale N0 fois RT plus X fois RT. Voilà, on a développé ici N0 fois RT plus X fois RT égale à P0 fois V. N0 RT, c'est P0 fois V, donc PV égale à P0 fois V plus X fois RT. Ce qui donne à la fin X égale P moins P0 sur RT ou bien delta P sur RT. Bon, vous pouvez calculer facilement, bien vous pouvez arriver facilement d'ici à la relation qu'on a X égale delta P sur RT. La cinquième question, soit delta P max égale P max moins P0, la variation maximale de la pression, et X max, l'avancement maximal. Montrez la relation X de T égale X max delta P sur delta P max. À l'état intermédiaire, on a delta P, d'ici, à l'état intermédiaire, on a delta P égale à P moins P0 égale à X fois RT. Delta P égale à X fois RT. À l'état maximal, on a delta P max égale P max moins P0, c'est-à-dire égale X max fois RT. Donc, on peut déduire facilement l'expression, on peut diviser delta P sur delta P max et ici X sur X max et on peut simplifier par RT. Ce qui donne X égale X max delta P sur delta P max. Voilà, c'est l'expression demandée dans la question 5. Alors, maintenant la question 6. Une étude expérimentale a permis de tracer la courbe de la figure 1, traduisant les variations de delta P en fonction du temps.
trouver graphiquement la valeur du temps de demi-réaction T1,5. Voilà, on sait qu'à l'instant T1,5, x T1,5 égale à x max sur 2. Alors, on sait que d'après la relation de la question 5, x 1,5 égale à x max delta P1,5 sur delta P max. On doit avoir delta P1,5. Donc, x 1,5 c'est x max sur 2. Ici, c'est x max delta P max. Donc, on peut simplifier par x max. Et on aura delta P1,5 sur delta P max égale à 1 sur 2. C'est-à-dire que delta P1,5 égale delta P max sur 2. Donc, on peut revenir à la courbe. Voilà, c'est notre courbe. Ici, on a delta P max. Il suffit de bien lire la valeur de delta P max. Voilà, delta P max, c'est 740 hectopascal. Voilà, delta P max. Donc, il suffit de la diviser par 2 pour avoir delta P1,5. Donc, delta P1,5, c'est la moitié, c'est-à-dire 370 hectopascal. Voilà, 370 hectopascal. Et donc, on peut facilement déduire T1,5. Voilà, on projette et on trouve T1,5 presque 42 minutes. Hein? T1,5 égale presque 42 minutes. Au cours, on a vu une courbe de variation de x en fonction du temps. Là, on a une courbe de variation de delta P en fonction du temps. C'est pour cela qu'on a dû chercher delta P1,5 au lieu de x1,5. Donc, on a cherché tout d'abord x1,5, on a calculé delta P1,5 pour déterminer le temps de demi-réaction. Voilà, le temps de demi-réaction. Voilà un petit exercice de QCM, répondre par vrai ou faux. Alors, bon, vous avez déjà la question, répondre par vrai ou faux. L'unité de, l'urée de formule NH2 de CO se décompose en milieu aqueux et conduit au cours d'une réaction lente et totale à la formation d'ion ammonium, NH4+, et d'ion cyanate, OCN-. Voilà, notre réaction chimique, voilà, le NH4+, les cyanates et l'urée. Une étude cinétique a permis d'obtenir la courbe ci-dessous, où X en millimoles, hein, c'est l'avancement. Cette étude a été réalisée avec, dans un volume V égale à 100 ml, d'une solution d'urée, de concentration C égale 0,02 mol par litre, et maintenue dans un bain-marie à 45 degrés Celsius. Voilà, notre courbe, hein, X en fonction du temps. Alors, répondre par vrai ou faux. L'expression de la vitesse volumique de la réaction est V égale, voilà, la dérivée de la concentration de NH2 de CO par rapport à dt. Est-ce vrai ou faux? La deuxième question, l'avancement maximal est X masse égale 1,7 millimol. Est-ce vrai ou faux? La troisième question, le temps de demi-réaction est 80 minutes. Est-ce vrai ou faux? Et la quatrième question, calculer la vitesse de réaction à l'instant t égale à 0. Les réponses. L'expression de la vitesse volumique de la réaction V égale, hein, la dérivée de la concentration de NH2, CO, NH2 de CO, par rapport au temps. Bon, est-ce vrai ou faux? Bon, c'est faux. Pourquoi? Voilà. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière à un instant t de NH2, c'est CV moins X. C'est-à-dire, alors, on sait que la vitesse de réaction, c'est 1 sur V dx sur dt. Et on a la concentration de NH2, c'est sa quantité de matière, CV moins X sur V. Hein, CV moins X sur V, ça donne C moins X sur V. Voilà, donc la concentration de NH2 de CO, c'est C moins X sur V. D'où, si on dérive, hein, cette concentration par rapport au temps. Bon, cette équation-là, elle est sous forme de AX plus B. Hein, c'est comme si on dérive une fonction affine. Donc, la dérivée de la concentration par rapport au temps, c'est
1 sur V. Bon, la concentration, elle est constante, donc sa dérivée sera nulle, elle est constante, donc elle ne varie pas. Et là, c'est x qui varie. Bon, x fois 1 sur V, donc ça donne moins 1 sur V dx sur dt. Donc, on peut remplacer dx par dx sur dt par dx, 1 sur v dx sur dt, on peut la remplacer par dnH2, mais avec un signe moins. Il y a un signe moins. Donc, la vitesse de réaction, c'est moins le dérivé de NH2 CO par rapport au temps. D'ailleurs, c'est un réactif. Il faut faire attention. Si on veut écrire l'expression de la vitesse en fonction d'une quantité de matière d'un réactif, bien de sa concentration, alors il y aura toujours un signe moins. Voilà, là c'est un réactif. Et si on veut écrire l'expression de la vitesse en fonction de la quantité de matière d'un réactif ou bien sa concentration, on aura toujours un signe moins. Voilà. Donc on peut répondre directement, puisque c'est un réactif, on a un signe moins, donc il y a, donc c'est une faute. Donc c'est une expression faute. Il faut ajouter ici un signe moins. La deuxième question B. L'avancement maximal est x max égale à 1,7 millimol. Bon, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a vu le tableau d'avancement. On peut revenir au tableau d'avancement. Voilà, tableau d'avancement. D'après le tableau d'avancement, on a un seul réactif. Donc, x max, c'est C fois V. Et donc, par simple calcul, on peut calculer x max, c'est C fois V, c'est-à-dire 0,02 mol par litre fois 0,1, ce qui donne 2 millimol. Alors là, la proposition était de 1,7. Donc, c'est une proposition fausse. Et puis, la troisième question. Le temps de demi-réaction T1,5 égale à 80 minutes. Bon, on a la valeur maximale, x maximale. Donc, d'abord, là, c'est une proposition fausse. Pourquoi? Parce qu'à l'instant T1,5, à l'instant T1,5, x c'est x max sur 2. Donc, si on divise x max sur 2, c'est-à-dire 2 par 2, ça donne 1. Donc, le temps de demi-réaction sera presque 60 minutes. C'est presque 60 minutes, c'est pas 80. Donc, c'est une proposition fausse. Il faut calculer x à l'instant T1,5, c'est-à-dire diviser x max par 2. Et puis, d'après le graphe, on peut déterminer T1,5, c'est 60 minutes. Et puis, la dernière question, la vitesse de réaction à l'instant T égale à 0 est VR égale 0,13 millimol par litre par minute. Voilà. Et c'est une proposition fausse ou vraie, donc c'est une proposition fausse. Pourquoi? Parce qu'on sait que VR c'est 1 sur VS dx sur dt, donc il suffit de calculer la dérivée dx sur dt. Voilà, on va essayer de la calculer. dx sur dt égale delta x sur delta t. Donc, il faut avoir la tangente à l'instant t. Voilà, vous avez la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. Donc, on peut choisir ce point-là et un autre. Voilà, ici. Voilà, là, un autre. Là, c'est 1,6 et la valeur là, ici en bas, c'est presque 42, 44. Bon, presque 44. Et là, ici, les coordonnées de ce point sont 0, 0. Et donc, dx sur dt, c'est x2 moins x1 sur t2 moins t1. Donc, 1,66 moins 0 sur 44 moins 0. Ici, c'est la variation de x. Ici, la variation de temps. Et tout calcul fait donne 2,6 10 puissance moins 2 millimol, voilà, par minute. Là, on n'a calculé rien que dx. Donc, il faut encore diviser. On doit diviser par VS. Donc, on divise cette valeur par 0,1, ce qui donne 0,26 millimol, litre moins 1, minute moins 1. Merci et à la prochaine fois. Voilà. Au revoir.